Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors donc la présentation que je vais faire par rapport à ce qui a été présenté jusqu'ici est un petit peu antérieure à l'ensemble des résultats qui ont été présentés. Donc ce n'est pas forcément sur le plan des résultats sur les impacts du changement climatique qu'elle pourrait être intéressante à mon avis, mais par contre plutôt sur la manière de gérer ces questions-là à des échelles territoriales. Donc moi je vais vous présenter le résultat d'un travail qui a été donc financé par l'Agence nationale de la recherche. Le projet s'appelle Projet Vulcain, vous voyez l'acronyme sur l'écran, vulnérabilité des hydrosystèmes soumis au changement global en zone méditerranéenne. Donc c'est un projet qui a duré 4 ans, qui est terminé depuis fin 2010. On n'est pas très bon dans la partie valorisation et publication, mais on y travaille. Mais aujourd'hui, donc ça fait maintenant 2 ans que ce travail-là est terminé, ce qui explique un petit peu ce que j'ai dit en préambule vis-à-vis de, disons, la modernité des résultats en termes de changement climatique. La question que nous nous sommes posée dans le cadre de ce projet visait donc à travailler sur la vulnérabilité, puisqu'à l'époque, on commençait, donc on a soumis ce projet, on commençait à avoir des résultats assez marquants sur la question de l'impact du changement climatique, mais on avait aussi éventuellement des questions aux échelles territoriales sur l'évolution de la demande en eau. Donc nous sommes posé la question dans le cadre de ce projet, de savoir finalement si on pouvait comparer les deux types de forçage, en tout cas comparer l'impact de ces deux types de forçage sur la ressource en eau et voir si on pouvait fournir des éléments de quantification pour les gestionnaires qui devaient donc se positionner par rapport à la situation future. Donc c'est un projet qui a associé 4 partenaires qui sont présentés ici, BRL Ingénierie, Hydrosciences, Météo France, et qui a été coordonné par le BRGM. Donc la vulnérabilité, pour la définir, en fait, nous nous sommes basés sur une caractérisation de la vulnérabilité qui faisait plus ou moins consensus, qui était proposée par le GIEC à l'époque, d'accord ? Et nous avons tâché d'utiliser cette caractérisation pour définir ce qu'était la vulnérabilité actuelle. Travailler sur la ressource en eau, ça voulait dire travailler sur des hydrosystèmes, et donc ensuite soumettre ces hydrosystèmes et leur évaluation de la vulnérabilité actuelle à une évolution future nommée changement global, c'est-à-dire de manière à intégrer à la fois l'évolution du climat, mais aussi l'évolution socio-économique traduite en termes de demande en eau, de manière à avoir donc comparer les deux types de forçage dans la situation future. Donc dans le cadre de l'exercice du projet, nous avons donc essayé de travailler sur les 3 gros triptyques de cette caractérisation de la vulnérabilité, qui sont, vous le voyez, la sensibilité et l'exposition à l'aléa d'un côté, et le potentiel d'adaptation que l'on peut imaginer mettre en œuvre pour répondre à la manière dont un territoire réagit à ces deux premiers paramètres. Donc nous sommes plutôt focalisés sur le travail sur ces 2 premiers, par manque de temps, mais aussi de par la richesse des problématiques à traiter. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc la zone d'étude, c'est le département des Pyrénées-Orientales. Vous avez une vue ici assez jolie de ce territoire vu depuis la mer Méditerranée, donc en regardant vers l'ouest. Devant vous, la chaîne de montagnes, ce sont les Pyrénées, et qui se prolongerait donc en direction de l'Atlantique en allant vers le fond. Et vous voyez que nous avons sur ce territoire 4 hydrosystèmes distincts, 3 bassins versants, ici le Tech, ici la Tête et ici l'Agly, et un 4e hydrosystème constitué par la plaine du Roussillon, sous laquelle vous avez un aquifère multicouche très important qui est donc exploité pour l'alimentation en eau potable. Donc sur ce territoire-là, nous avons travaillé sur les aspects climatiques. Ça a été déjà pas mal présenté, donc je ne vais pas m'étaler à essayer de voir quelle était la situation passée et quelle sera la situation future. Nous avons travaillé de la même manière sur l'évolution de la demande en eau, donc la quantification au présent et son évolution future. Puis nous avons défini la manière, nous avons essayé de caractériser la manière dont les différents hydrosystèmes présentés fonctionnent, donc au travers de modèles évidemment, pour enfin donc essayer de fournir des éléments de quantification de la vulnérabilité, et je le précise ici essentiellement sur les aspects quantitatifs. Nous n'avons pas eu la possibilité de travailler sur les aspects de qualité de l'eau.
Alors pour le climat présent, vraiment je vais aller vite parce que ça a été largement évoqué. Simplement, je voudrais dire que ce travail d'analyse de l'évolution du climat était pour nous nécessaire, non seulement pour se faire une idée de la manière dont on pouvait observer ou pas des évolutions du climat sur nos territoires, mais aussi pour aider, et ça a été très important, toutes les personnes que nous avons associées, je le dirai un petit peu par la suite, à la réflexion sur la projection vers ce que serait la demande dans nos futurs, essayer de fournir à ces personnes une image de ce qu'a été le climat qu'ils ont observé, de manière à les aider à se projeter. Et c'est quelque chose qui a une très grande importance. Donc cette analyse de tendance, bon, je le disais, hein, je ne vais pas y revenir, une augmentation de la température qui a été vérifiée ici comme ailleurs, l'accent mis sur le fait que l'évapotranspiration telle qu'elle est calculée avec les données que nous avons utilisées, qui sont des données issues de la base de réanalyse Safran, qui a déjà aussi été présentée, augmente aussi sur notre période, et c'était aussi un élément important. Et de la même manière que les présentations antérieures, pas d'évolution significative sur les précipitations à l'échelle annuelle, avec éventuellement des tendances très ponctuellement observées au mois de novembre avec une augmentation et au mois de juin avec une diminution, donc sur une période de 35 ans. Donc nous avons regardé le climat passé et nous nous sommes projetés vers le futur. Je vais encore aller plus vite là-dessus puisqu'on a vu largement comment cela est fait, pour obtenir des scénarios climatiques sur notre territoire pour la période future. Peut-être simplement indiquer ici que ce travail a été fait avec une approche de changement d'échelle pour passer de l'échelle de résolution spatiale des modèles de climat à l'échelle des modèles d'impact que l'on utilise, avec une approche relativement simple qui est l'approche des anomalies. Vous verrez dans le rapport de Julie Fabre un petit peu de détails sur ces éléments. Sachez que lorsqu'on compare ce type d'approche à ce qui sort aujourd'hui avec des travaux plus récents et des techniques un petit peu plus évoluées, visant notamment à prendre en compte l'évolution de la variabilité ou la distribution des événements observés au présent, on a des résultats qui sont relativement similaires sur ce territoire-là. Donc les scénarios climatiques, on l'a déjà largement vu, prévoient une augmentation de la température et une quasi-constance de la précipitation telle qu'observée, et ce, à une échelle temporelle qui est relativement proche, puisque nous avons, je ne l'ai pas dit en introduction, choisi de travailler à deux échelles temporelles différentes. Une première échelle que l'on appelle de court terme, disons centrée sur les années 2030, et une échelle que l'on appelle moyen terme, centrée sur les années 2050. Ceci pour pouvoir de manière crédible faire travailler des experts du territoire sur une évolution socio-économique qu'il est difficile d'envisager à un terme aussi lointain que les années 2050, alors que c'est quelque chose de déjà plus facile à faire à l'horizon plus court terme. Donc ces scénarios ont été construits pour ces deux périodes, et vous voyez sur ce graphique avec en abscisse les températures, la différence des températures futures par rapport au présent, et en ordonnée la même chose mais pour les précipitations distribuées par saison, qu'on a à 2050 un signal qui commence à être un petit peu plus marqué avec l'apparition d'un signal de diminution des précipitations en toute saison. Malgré tout, vous voyez les barres d'erreur, des sources d'incertitude importantes. Donc voilà pour l'aspect, la manière dont on a traité le changement climatique, mais encore une fois, c'est tout à fait, disons, dans la lignée de ce qui a été présenté. Concernant la manière dont nous nous sommes projetés, donc, ça on a vu l'aspect climat, maintenant voyons comment nous nous sommes projetés en termes de demande dans nos futurs. Nous avons bien évidemment d'abord commencé par caractériser, quantifier notre demande en eau au présent, pour l'eau potable et pour l'eau agricole. Donc, sur ce graphique, vous avez une idée des ordres de grandeur des chiffres que nous avons obtenus sur le territoire en termes de demande en eau pour l'eau potable, à travers un petit outil de modélisation très simple prenant en compte les trois paramètres que vous voyez, la démographie, le comportement des populations et le rendement des réseaux, pour quantifier cette demande en eau. À partir de cette estimation actuelle que nous avons cherché à valider avec les experts du territoire, nous avons construit des scénarios de l'évolution de cette demande en eau en imaginant un certain nombre de facteurs de changement qui sont ici, que nous avons classés, et en construisant avec les acteurs du territoire un certain nombre de scénarios, de chemins qui passent par ces différents facteurs de changement, pour construire au final 3 scénarios distincts
qui ont permis de quantifier, à l'aide de notre modèle d'alimentation en eau potable, l'évolution des prélèvements vers le futur. Donc là, un gros travail d'interaction avec les experts du territoire pour nous permettre de nous projeter à ces horizons temporels, donc de court terme, autour des années 2030. Donc pour faire rapide sur ce que ce travail-là a donné, qui est un travail vraiment assez important, vous voyez ici les ordres de grandeur d'évolution de la demande en eau que nous avons obtenus, quelque chose qui fluctue donc entre moins 10 et plus 25%, suivant le scénario considéré. Voilà donc l'évolution en termes de demande en eau potable que nous avons obtenue. Pour ce type de travail, il est intéressant de remarquer qu'il y a quand même, bien sûr, comme pour toutes les autres projections, des sources d'incertitude importantes. Nous les avons classées de manière qualitative ici. Vous voyez, population, rendement, économie, enfin consommation, disons, ou type de consommation, et tourisme. Nous avons classé en taille de caractère ici pour montrer qu'en fait, c'est vraiment sur la variable tourisme que nous avons sur notre territoire les sources d'incertitude les plus importantes. Pour ce qui concerne la demande en eau agricole, un petit peu de la même manière pour la demande en eau potable, nous avons fait un travail pour l'estimer au présent, en utilisant le concept de besoin en eau des cultures et une formalisation pour la calculer relativement simple, qui est une modélisation fournie par la FAO, enfin une équation qui est utilisée dans le cadre des travaux de la FAO, et à l'aide d'une caractérisation des types d'agriculture et du mode d'irrigation goutte à goutte, aspersion gravitaire, nous avons pu déterminer donc une quantité d'eau, un besoin pour l'eau agricole sur notre territoire, qui, vous le voyez, ici en année calculale sèche, c'est-à-dire dans une année où le besoin serait assez marqué, atteindrait 88 millions de mètres cubes pour la période présente. Donc de la même manière que pour l'alimentation en eau potable, nous avons tenté de nous projeter vers le futur en construisant des scénarios avec les acteurs du territoire. Dans le domaine agricole, il est plus compliqué de mener ce type de travail dans la mesure où il y a beaucoup de facteurs externes, évidemment, qui influencent la manière dont les choses se passent. Donc, nous sommes partis de scénarios qui étaient déjà construits à l'échelle nationale, qui sont connus comme les scénarios Labussière, et nous avons essayé de les appliquer à notre territoire d'études en nous appuyant sur l'expertise des experts de notre territoire, ce qui était relativement différent de ce que nous avons fait pour la demande en eau potable. Donc 4 scénarios qui sont présentés ici, vous voyez les noms sont assez explicites pour indiquer ce qu'ils contiennent. De manière générale, on peut synthétiser ces 4 scénarios au final lorsqu'on quantifie la ressource, le besoin en eau associé en 2 grands groupes. Un premier groupe donc à l'horizon 2030 qui verrait plutôt une légère diminution de ce besoin en eau, et un deuxième groupe, conjonction de 2 scénarios qui lui verrait une augmentation assez conséquente de ce besoin en eau. Alors, on a donc fait des scénarios, mais on avait aussi la possibilité de les spatialiser à la fois sur un plan temporel et spatial. Et vous voyez ici que nous avons ces scénarios qui sont décrits à l'échelle saisonnière. Les 2 différences que nous voyons ici schématisent sur ce graphique, et on voit qu'elles apparaissent bien évidemment plutôt en période estivale, enfin printanière et estivale, ce qui est logique pour une demande agricole. Mais nous avons aussi pu regarder ces évolutions-là sur un plan territorial, de manière à mettre en évidence des secteurs qui aujourd'hui ne sont pas forcément, enfin aujourd'hui c'est déjà moins vrai, mais à l'époque de notre travail n'étaient pas forcément très reconnus, mais qui sont susceptibles d'évoluer de manière importante dans le futur. J'ai donc parlé de la manière dont on a construit nos scénarios climatiques, de la manière dont nous nous sommes projetés pour la partie socio-économique traduite en demande en eau. Voyons maintenant rapidement comment nous avons travaillé sur les hydrosystèmes. Je dis rapidement parce que ça a déjà été largement évoqué. Sachez simplement que nous avons construit donc, ou appliqué des modélisations plus ou moins complexes sur les différents sous-systèmes de nos hydrosystèmes étudiés. Vous voyez ici rapidement les résultats. Je vais simplement faire un petit zoom sur l'un d'entre eux pour le bassin versant du Tech, donc le plus vers le sud, le plus proche de l'Espagne, pour montrer donc des résultats qui sont tout à fait conformes avec ce que notamment Eric Soka a présenté. Vous avez ici, alors les couleurs ne sont pas très bien choisies, mais la courbe qui est ici en vert, la supérieure, c'est la courbe observée actuelle. Ça, c'est 2030 et ça, c'est 2050. Donc, vous voyez, un signal à la diminution assez marqué,
dès 2030 et sur l'ensemble des saisons pratiquement de l'année pour 2050. Alors simplement ici, nous avons fait un petit exercice pour essayer de quantifier un petit peu l'incertitude qui était associée. Vous avez vu, là je n'ai pas présenté toutes les courbes, mais bien sûr nous avions plusieurs modèles de climat, donc plusieurs courbes un petit peu enchevêtrées. Nous avons essayé de regarder dans quelle mesure les évolutions que l'on observait ici étaient significativement différentes de ce que l'on observe au présent, avec une approche statistique. Et vous voyez, tous les points rouges, c'est les points pour lesquels on a statistiquement une véritable différence entre la période présente et la période future. Et vous voyez que pour 2030, c'est quelques mois dans l'année, 2050, ça commence à être un peu plus généralisé. Donc ce sont vraiment, indépendamment des incertitudes avec lesquelles on travaille, des différences significatives. Le résultat de cette quantification de la manière dont les hydrosystèmes répondent au changement climatique, je précise ici, ce n'est pas uniquement les scénarios de changement climatique, donc des ordres de grandeur de diminution des écoulements comprises entre moins 10 et moins 20%, surtout sur les périodes printanières et automnales, alors qu'à l'horizon 2050, on a une diminution un peu plus forte et un peu plus marquée, mais surtout qui se trouve répartie sur l'ensemble de l'année. Donc voilà les principaux résultats de la manière dont nos hydrosystèmes superficiels réagissent au changement climatique, avec la question de l'incertitude. Donc si on essaye de faire un bilan à l'échelle de notre territoire, c'est-à-dire aller vers cette quantification de la vulnérabilité que j'ai évoquée, et que l'on regarde l'ensemble des volumes finalement mis en jeu, à la fois en termes de ressources et de demande en eau sur notre territoire, pour la partie essentiellement superficielle, puisque vous le verrez plus tard, on a des difficultés à travailler à la fois sur le superficiel et le souterrain, eh bien ce qu'il apparaît, c'est que lorsqu'on regarde l'impact du changement climatique, même à court terme, c'est-à-dire à l'horizon 2030, on a des ordres de grandeur d'impact qui, vous le voyez ici, en millions de mètres cubes, sont sans commune mesure avec l'évolution de la demande en eau que l'on peut imaginer à partir des scénarios construits avec les acteurs sur le territoire. Donc je m'appuie sur ce type je m'appuie sur ce type de résultats pour indiquer qu'en fait, ce que nous en concluons à l'issue du projet, c'est de dire que l'impact du changement climatique sera probablement d'un ordre de grandeur bien trop important pour que même des évolutions du territoire qui sont censées être économes de notre point de vue aujourd'hui puissent nous permettre d'y faire face. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'adapter, ça veut simplement dire que à l'heure actuelle, sans prendre en compte le changement climatique comme une véritable variable de travail, on risque d'être en difficulté assez rapidement. Et donc, évidemment, ça renforce la nécessité de mettre en œuvre des stratégies d'adaptation qui pourraient être considérées comme des évolutions un petit peu en rupture avec les évolutions, entre guillemets, tendancielles que l'on observe, que l'on peut imaginer dès aujourd'hui. Donc je vous ai parlé pas mal de ce qu'on a vu sur la partie eau superficielle. Vous pourriez me poser la question de savoir comment ça va se passer pour les eaux souterraines. Et moi, je vous répondrai, la Normande, ça dépendra malheureusement du type d'aquifère, puisque en effet, les aquifères sont quand même des hydrosystèmes pour lesquels les connaissances sont bien moins avancées que pour ce qui concerne les eaux de surface, et où on a beaucoup de difficultés pour avancer. Donc si j'essaye de faire une typologie rapide, je dirais que en fait, ça va dépendre du type d'aquifère. On va prendre 3 grands types d'aquifères, les aquifères alluviaux, les aquifères de type carbonaté, très communs dans nos régions, et des aquifères du type multicouche. Donc pour commencer par le premier, ce qu'on peut dire, c'est que les aquifères alluviaux risquent de se comporter grosso modo un petit peu comme les rivières. Donc on risque d'avoir un petit peu le même type d'impact que ce que l'on observe pour les rivières, avec peut-être, suivant les aquifères, parce que tout dépend vraiment du type d'aquifère considéré, et notamment de sa position vis-à-vis du cours d'eau. Est-ce qu'il est au-dessus ou au-dessous sur un plan hydraulique d'un cours d'eau, peut-être un petit effet de tampon qui permettra aux aquifères de soutenir un petit peu les écoulements dans les cours d'eau et donc de limiter l'impact du changement climatique que l'on observerait sur un cours d'eau non soutenu par un aquifère de ce type. Pour les aquifères de type carbonaté, comme par exemple les karstes qui sont connus, là on a quelque chose qui peut être proche de ce qu'on vient de dire pour les aquifères alluviaux. Ceci dit, il faut bien garder à l'esprit que ces aquifères sont d'un type particulier et qu'ils peuvent être exploités avec des stratégies un peu particulières du fait de leur capacité à se remplir très rapidement, qui, dans nos régions méditerranéennes notamment, grâce aux importantes précipitations qu'on peut observer, peut devenir un atout et du coup peut être, disons, avec lequel on peut jouer pour faire face aux déficits de ressources en eau auxquels on peut s'attendre.
Pour le troisième grand type d'aquifères, que sont les aquifères sédimentaires, alors là j'en donne deux exemples parce que ce sont des aquifères dans la région dans laquelle je travaille, Languedoc-Roussillon, l'aquifère astien, sous la ville de Sète par exemple, et puis donc l'aquifère du Piau-Quaternaire du Roussillon, dans la zone d'étude du projet Vulcain. On a là des aquifères qui sont généralement complexes, sur lesquels on a beaucoup d'incertitudes quant à leur fonctionnement dès à présent, et qui, en plus de ça, situés en situation côtière, littorale, peuvent présenter des caractéristiques un petit peu de vulnérabilité vis-à-vis des intrusions salines, sur lesquelles on a beaucoup de mal à avancer. Alors, on a quand même, nous, conduit dans le cadre du projet Vulcain un travail exploratoire. Je vous parlais donc de ce quatrième hydrosystème qui est cet aquifère qui se situe sous la plaine de Perpignan, qui est un aquifère captif, qui est considéré comme un aquifère multicouche, mais très hétérogène, c'est-à-dire que ce n'est pas un millefeuille, c'est un entrelacement de niveaux sédimentaires de perméabilité variable qui rend son comportement très particulier, et sur lequel on a quand même pas mal de chroniques piézométriques d'une durée supérieure à 10 ans qui nous permettaient de regarder un petit peu les choses, le fonctionnement de cet aquifère. Ce que l'on constate, et qui est bien connu pour cet aquifère, c'est une baisse de son niveau piézométrique depuis plus de 30 ans, depuis le temps où son exploitation a commencé. Donc, nous n'avions pas les moyens de mettre en œuvre un modèle hydrodynamique complexe, quelque chose qui décrive correctement sur un plan spatial ou en 3 dimensions cet aquifère. Donc, nous avons plutôt essayé de regarder de quelle manière climat, demande en eau ou exploitation de l'aquifère et évolution du signal piézométrique pouvaient être corrélés sur un point particulier qui est ici identifié dans le sud de la plaine au niveau d'Argelès. Ce qu'il apparaît lorsqu'on regarde l'évolution de cet aquifère en piézométrie, donc le niveau de la nappe dans cet aquifère, vous le voyez ici représenté en noir, quelque chose qui fluctue chaque année avec une variabilité interannuelle marquée, des périodes de recharge et des périodes de rabattement estival dues à l'exploitation. Ce que nous avons mis en évidence, c'est qu'en fait, cette évolution est essentiellement marquée donc, par l'évolution des prélèvements qui sont effectués sur cet aquifère, avec une tendance lourde sur l'ensemble de la période liée à ce qu'on appelle les pompages permanents, disons pour l'alimentation en eau des populations toute l'année, et puis une tendance saisonnière liée aux pompages qui sont effectués pour répondre à la demande en eau pendant la période touristique. Donc je vous rappelle, celle sur laquelle nous avions beaucoup d'incertitudes aussi. Et donc, à l'aide de la convolution de ces deux types de signaux, et en prenant en compte, bien évidemment, l'évolution du climat, nous avons pu nous projeter dans le futur pour essayer d'estimer l'impact du changement climatique sur ce type d'hydrosystème, donc je vous rappelle assez complexe, pour mettre en évidence le fait que finalement, à des échelles temporelles relativement proches, le climat n'est pas le facteur qui influence de manière prépondérante l'évolution du remplissage de ce type d'aquifère, puisque c'est bien les prélèvements qui viennent impacter son niveau de remplissage de manière prépondérante. Vous avez ici les deux courbes qui sont, disons, en gras, qui constituent l'évolution de cet aquifère hors prélèvement, donc avec et sans changement climatique. Vous voyez des courbes qui sont très proches. Et puis ici, les courbes avec les prélèvements notamment saisonniers, et donc en climat présent et futur. Et vous voyez bien que l'impact de ce que l'on peut imaginer être l'évolution de la recharge dans le futur sous conditions de changement climatique est bien plus faible que l'impact des prélèvements déjà à l'heure actuelle. Donc, sur ce type d'hydrosystème, une situation qui est un petit peu inverse de ce que l'on observe sur les eaux de surface et qui vient bien sûr compliquer la réflexion. Donc je voudrais conclure cette présentation en disant, bon voilà, on a déjà pas mal évoqué ces questions-là, la ressource en eau devrait diminuer. J'aimerais simplement indiquer que nous proposons, que, sur la base des travaux que nous avons faits, qu'elle risque de diminuer donc à un niveau auquel on aura du mal à faire face même à court terme, mais encore une fois, je ne parle pas là de mise en place de stratégies d'adaptation, je parle d'une évolution pseudo-tendancielle de la demande en eau. Ceci dit, là comme ailleurs, Eric en parlait tout à l'heure, Serge aussi en a parlé, il est nécessaire de travailler au cas par cas puisque tous les territoires ne fonctionnent pas de la même manière et notamment l'aménagement hydraulique des territoires n'est pas le même. Nous avons parlé d'aqua domicia tout à l'heure, c'est un facteur qui va venir impacter de manière forte l'évolution future des territoires, mais là encore pas de la même manière suivant où on se situe. Donc, nécessité d'une étude au cas par cas, nécessité de travailler à l'échelle saisonnière, évidemment, pas rester à des approches globales annuelles.
Et je voudrais un petit peu dresser quelques limites ou perspectives du travail que nous avons fait, puisque il faut bien être conscient qu'on a aujourd'hui beaucoup de difficultés à caractériser correctement la manière dont les eaux superficielles et les eaux souterraines interagissent. Et au moment de se projeter sur la ressource en eau globale au niveau d'un bassin versant, bien sûr, ça pose des difficultés dès lors qu'on a des aquifères sur ce bassin versant. Une autre question qui n'est pour l'instant pas encore très abordée, c'est la question de la relation entre l'état quantitatif. Tous ces déficits vont forcément avoir un impact sur l'état qualitatif des eaux considérées. Et ensuite, il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, on peut éventuellement calculer des prélèvements de manière relativement fine, mais on a encore beaucoup de difficultés pour savoir comment est-ce que la part de ces prélèvements qui revient éventuellement dans le système se comporte, vers où elle revient, ou que devient cette part de retour. Et ensuite, mettre simplement l'accent sur le fait que, pour ce qui concerne les aquifères, et ce n'est pas pour faire de la pub au BRGM, on est dans des systèmes qui sont complexes, sur lesquels on a encore beaucoup de connaissances à acquérir, et notamment, ça risque de pas mal limiter toutes les approches de construction de stratégies d'adaptation, dans la mesure où on sera en difficulté pour définir la limite d'exploitation de certains types d'aquifères, ou éventuellement leur vulnérabilité, notamment en milieu côtier. Donc évidemment, tout ça appelle à mettre en œuvre des mesures d'adaptation. Je l'ai un peu dit, j'espère que c'est assez clair dans mon discours. Il y a aujourd'hui des leviers, des stratégies à mettre en œuvre qui peuvent être axées sur un travail sur l'offre de ressources en eau, mais bien évidemment aussi sur la demande. Il y a une nécessité de mettre en œuvre une gestion intégrée, mais il y a, je dirais surtout, et là je m'adresse plutôt aux personnes travaillant dans le cadre des études volume prélevables, à prendre en compte le fait que dès aujourd'hui, même si on fait un travail qui est tout à fait honorable et nécessaire de mon point de vue, de comparaison à la fois de la ressource disponible et des prélèvements que l'on fait sur des territoires, il est nécessaire d'imaginer que dans le futur, ces équilibres vont bouger d'ores et déjà, et donc être obligé de travailler en situation d'incertitude, qui est une difficulté supplémentaire. Voilà, je vous remercie. Merci à vous.